Après la guerre froide, l'Allemagne a adopté une approche prudente et modérée envers son armée. Pour la première fois depuis les années 1990, l'Allemagne atteint, en 2024, son engagement envers l'OTAN en consacrant 2% de son produit intérieur brut à la défense. Mais aujourd'hui, la machine militaire allemande sort de son sommeil. Ils ont lancé des plans pour la plus grande expansion militaire du pays en 70 ans, faisant de son armée la plus puissante d'Europe. Dans ce processus, car l'Allemagne se prépare à la guerre contre la Russie. Alors, voyons ce que l'Allemagne a prévu et quelles en sont les répercussions sur l'équation de sécurité de l'Europe. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne vaincue fut démilitarisée et scindée. L'Est devint une république socialiste soviétique, l'Ouest une nation démocratique occidentale. Après l'acceptation de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN nouvellement créée en 1955, le processus de reconstruction de l'armée allemande, ou plutôt de l'armée de l'Allemagne de l'Ouest, a véritablement commencé. Un amendement à la loi fondamentale en 1955 a permis la création des forces armées. La conscription de la Bundeswehr a été rétablie en 1956 pour les hommes de 18 à 45 ans, avec 12 divisions blindées et d'infanterie réparties en 3 corps. Établie sous le commandement de l'OTAN, la Heer territoriale, ou armée territoriale, a été créée pour la défense de l'arrière sous commandement national. Des armes américaines, dont le char M47 Patton, sont arrivées dans le pays, et le complexe militaro-industriel national a été relancé. Au moment de la chute du mur de Berlin, à la fin de la guerre froide, l'Allemagne était devenue un pilier clé de l'OTAN en Europe centrale, atteignant près de 50 000 militaires à son apogée. Après la guerre froide, au début des années 1990, l'Allemagne a réduit son armée, passant à 180 000 soldats, début 2020, soit 3 fois moins. Les dépenses militaires ont chuté de 4,9% du produit intérieur brut en 1963 à 1,1% en 2005. Entre 1992 et 2013, le stock de chars de combat principaux de l'armée est passé de 6 684 à seulement 323. Les véhicules de combat d'infanterie sont passés de 3 250 à 395. Le nombre d'obusiers et de canons d'artillerie est passé de 3 214 à 130 et la flotte d'avions de combat de la Luftwaffe de 553 à 205. Telle était l'ampleur du désarmement que l'Allemagne a dû subir. La gêne d'utiliser des manches à balai peints en noir à la place de mitrailleuses sur leurs véhicules de transport de troupes lors de l'exercice de l'OTAN en 2014 faute d'équipement. Puis, la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, changeant à jamais le visage de l'architecture de sécurité européenne, avec l'Allemagne jouant un rôle de plus en plus important. L'Allemagne est le principal soutien de l'Ukraine en Europe et le deuxième donateur mondial après les États-Unis, ayant fourni plus de 555 milliards de dollars d'aide depuis 2022. Cela inclut une aide humanitaire, financière et militaire, la composante militaire s'élevant à plus de 46 milliards de dollars. Sous Olaf Scholz, l'Allemagne s'est surtout focalisée sur l'aide militaire à l'Ukraine. Cependant, vers la fin de son mandat, et particulièrement depuis que Friedrich Merz a pris la tête de la chancellerie au début de 2025, l'accent s'est de plus en plus déplacé vers le renforcement de l'armée allemande. En préparation d'une future guerre de l'OTAN contre la Russie, des dirigeants européens comme le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, ont averti à plusieurs reprises que la Russie pourrait être prête à utiliser la force militaire contre l'OTAN d'ici 5 ans. « Ne nous leurrons pas, nous sommes tous à l'Est », a déclaré Rutte en juin, évoquant une déclaration de Pistorius. Dans le même sens, certains experts pensent que l'économie russe s'effondre à cause de la guerre et des sanctions, rendant cet argument caduc. Si la Russie ne parvient pas à vaincre l'Ukraine avec une économie stable, comment pourrait-elle attaquer des pays de l'OTAN, risquant ainsi une guerre avec tout le bloc selon l'article 5 sur la défense mutuelle, avec une économie effondrée dans quelques années, surtout si elle a connu la défaite en Ukraine. Cependant, des experts financiers comme le Centre d'analyse et de stratégies en Europe et le groupe de réflexion belge, Bruegel a averti que l'économie russe est suffisamment résiliente pour continuer à mener la guerre en Ukraine pendant encore 2 à 5 ans.
Si elle atteint ses objectifs en Ukraine et dispose déjà d'une économie tournée vers la guerre, elle pourrait ensuite viser l'Ouest. C'est pourquoi l'Allemagne ne prend aucun risque. 3 directions principales sont les plus probables pour une attaque russe contre l'OTAN. Via la Biélorussie vers la Pologne, un ou plusieurs États baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, et via l'Ukraine vers la Moldavie. Dans les 2 premiers cas, le rôle de l'Allemagne serait central. Sur le front balte, l'Allemagne a déployé en permanence sa 45e brigade blindée en Lituanie. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale pour une brigade de combat de la Bundeswehr à l'étranger, de façon permanente. La brigade devrait atteindre sa pleine capacité, soit environ 5000 soldats et 200 personnels civils d'ici la fin de 2027, avec des troupes stationnées à Rödeninke et à Rukla. Un accord bilatéral autorise la Bundeswehr à utiliser gratuitement des terrains lituaniens, à stocker armes et munitions, et à créer des écoles et jardins d'enfants allemands pour les familles entières militaires sur place. Sur le front polonais, l'Allemagne n'est qu'à 575 km de la Biélorussie, aux points les plus proches des 2 nations. Si la Russie progressait rapidement à travers la Pologne, l'Allemagne serait la prochaine dans sa ligne de mire. Il serait donc dans l'intérêt de l'Allemagne d'apporter un soutien maximal à la Pologne tout en renforçant nettement ses défenses. En effet, selon des experts comme Edward Arnold de l'Institut Royal des Services Unis, Royal United Services Institute, un groupe de réflexion militaire, on s'attend à ce que l'Allemagne joue un rôle majeur dans la défense de la Pologne. On s'attend vraiment à ce qu'ils fournissent l'essentiel des capacités terrestres sur le continent européen. Selon lui, l'essentiel de la puissance de feu et du poids militaire viendra d'Allemagne, de Pologne et des États-Unis. La menace d'une attaque russe et la nécessité pour l'Allemagne de la contrer sont 2 des principales raisons du réarmement massif du pays. Maintenant, dans un discours célèbre connu sous le nom de Zeitenwende, ce qui se traduit de l'allemand par discours du tournant, devant le Bundestag en 2022, Scholz a averti Poutine de ne pas sous-estimer notre détermination à défendre chaque mètre du territoire de l'OTAN avec nos alliés. Et il a engagé l'Allemagne à construire une Bundeswehr puissante, à la pointe de la technologie, et progressiste, sur laquelle on peut compter pour nous protéger. Dans les 2 ans qui ont suivi le discours, l'Allemagne avait mis en place un fonds spécial de 116 milliards de dollars pour les achats militaires. Elle est devenue le 2e donateur à l'Ukraine, et a atteint l'objectif de l'OTAN de consacrer 2% de son produit intérieur brut à la défense. Pour la première fois. Comme déjà dit, la seconde raison principale de cette forte hausse des dépenses militaires était l'avertissement du président Donald Trump que l'Amérique ne financerait plus la défense de l'Europe. Le président américain n'a jamais caché son mépris pour les pays défaillants qui n'ont pas respecté leurs engagements envers l'OTAN par le passé. Il a même suggéré qu'il pourrait ne pas les aider si l'article 5 était invoqué. Il a ensuite demandé aux membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses de défense à 5% afin d'égaler, selon lui, l'engagement excessif des États-Unis pour la défense européenne. Comparé au leur. Après l'altercation télévisée de Trump avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche en février, le couperet est tombé pour de nombreux dirigeants européens, dont Scholz. Le genre de soutien dont les membres européens de l'OTAN avaient bénéficié sous le prédécesseur de Trump, Joe Biden. Ainsi, les futurs dirigeants américains après la Seconde Guerre mondiale pourraient ne plus être aussi fiables. Les membres de l'OTAN se sont ensuite engagés à augmenter leurs dépenses de défense jusqu'à l'objectif de Trump de 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. Cela inclut 35% pour la défense et 15% pour les infrastructures annexes comme la logistique, les communications et la cybersécurité. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'une mesure destinée à apaiser Trump. Cette décision montre que les nations européennes commencent à assumer beaucoup plus de responsabilités pour leur propre sécurité, au lieu de dépendre autant qu'elles l'ont fait des États-Unis. Un atlantiste convaincu, Scholz, partisan de liens forts et durables entre États-Unis et Europe, a pourtant averti que l'Europe devait gagner en indépendance vis-à-vis de Washington. Il a aussi commencé à défendre des réformes majeures, du frein à l'endettement dans la constitution allemande, pour autoriser une hausse importante des dépenses militaires. Je n'aurais jamais pensé devoir dire ça. Mais il est clair que les Américains sont en grande partie indifférents au sort de l'Europe. La règle d'endettement de l'Allemagne a été inscrite dans la Constitution en 2009 et a limité le déficit budgétaire structurel à 0,35% du produit intérieur brut, sauf en cas d'urgence.
La règle concernait la politique budgétaire sans viser spécifiquement les dépenses militaires. Cependant, elle a considérablement limité l'emprunt global du gouvernement, y compris pour la défense. Néanmoins, le Parlement allemand, le Bundestag, a approuvé la position de Schulz, et la modification du frein à l'endettement a été adoptée en mars, 2 mois avant que Merz ne prenne ses fonctions de chancelier. Ce changement a supprimé toutes les limites d'emprunt pour la défense. Depuis son entrée en fonction, Merz a clairement pris ce problème à bras-le-corps. Grâce à ses réformes radicales, Berlin a supprimé les contraintes budgétaires sur la défense pour bâtir ce que Merz décrit comme la plus puissante armée conventionnelle d'Europe. Les réformes ont ouvert la voie via des achats massifs d'équipements, chars, artillerie, avions de chasse et navires de guerre pour des centaines de milliards de dollars, alors que la Bundeswehr se prépare à affronter la menace russe. Prenons le Léopard, 2 chars principaux de la Bundeswehr, utilisés dans plus de 20 pays, et exportation de défense allemande emblématique. Bien qu'ils aient expédié des milliers de léopards à l'étranger pour des acheteurs gagnants, les Allemands n'ont acheté aucun nouveau léopard pour eux-mêmes après la guerre froide, jusqu'en 2023. Et même là, les achats n'ont servi qu'à remplacer les 18 qui avaient été envoyés en Ukraine. Berlin a commandé 105 léopards, portant sa flotte à plus de 400 chars, soit près du double des 213 chars britanniques. Et cela, rien qu'en 2024. Avec la fin des limites de dépenses, d'autres commandes sont probables. Mais les nouveaux léopards ne représentent qu'une petite fraction de la montagne d'équipements que les Allemands comptent acheter pour faire face à la machine de guerre russe. Toujours en 2024, selon les données compilées par l'Institut de Kiel, un groupe de réflexion, Berlin a commandé 123 véhicules blindés de transport Boxer, 265 camions protégés, 19 tourelles mobiles de défense aérienne, Sky Ranger 6 frégates et 2 sous-marins, parmi de nombreux autres équipements. Dans une frénésie de dépenses de 67 milliards de dollars, une commande jusqu'à 1000 missiles patriotes américains a aussi été annoncée. Les achats allemands annuels ont dépassé de plus de 3 fois les dépenses cumulées de la Grande-Bretagne, la France et la Pologne sur la même période. Si Merz l'emporte, Berlin pourrait dépenser des centaines de milliards d'euros en plus. Il est suggéré qu'elle acquérera aussi 600 plateformes, Sky Ranger 20 avions de chasse, Typhoon 15, F-3, 152, Lightning furtif et 687 véhicules de combat d'infanterie, Puma supplémentaires. Sans parler des montagnes de drones, de munitions, de missiles, d'armes légères, de mines terrestres et des efforts majeurs de modernisation dans tous les domaines. Des plans de dépenses divulgués à de Politico indiquent aussi que Berlin achètera 14 lance-missiles solaires de Diehl Defense en Allemagne et près de 700 missiles. La Bundeswehr prévoit aussi d'acquérir divers drones de combat et de reconnaissance, et a passé une commande conjointe de 983 milliards de dollars avec des partenaires pour reconstituer les stocks de 155 mm épuisés à cause des dons à l'Ukraine. Un aspect clé du plan de réarmement est que la plupart des achats seront confiés à des entreprises nationales. Cela donne un coup de pouce à l'industrie allemande de l'armement et fait bondir les actions de Rheinmetall, plus grande entreprise de défense du pays. Elles s'échangeaient autour de 111 $, chacune à la veille de la guerre en Ukraine, mais ont grimpé à plus de 1966 $ aujourd'hui, soit une augmentation de 17 fois. La plupart des armes fabriquées aux États-Unis sont écartées, et celles achetées proviennent en partie ou totalement d'Allemagne. Par exemple, la commande de 1000 missiles Patriot sera honorée par une coentreprise créée entre le fabricant américain Raytheon et le fabricant européen de missiles Matra British Aerospace Dynamics Alenia. Rheinmetall a aussi signé avec Lockheed Martin pour produire des fuselages de F-35 dans une usine en Rhénanie du Nord-Westphalie. Alors, combien tout cela va-t-il coûter ? Au total, l'Allemagne a déjà dépensé plus de 578 milliards de dollars en armement en 2024 et elle prévoit de dépenser encore 436 milliards de dollars en plus de cela. C'est en grande partie en plus des 116 milliards de dollars déjà engagés par Scholz. Ensuite, d'où va venir l'argent ? Franchement, il va finalement provenir principalement des poches des contribuables, sous la forme d'emprunts massifs de l'État. C'est pourquoi lever le frein à l'endettement est un point crucial du plan. À première vue, l'économie allemande ne semble pas vraiment être dans un état qui lui permette d'assumer de telles dépenses nouvelles et soutenues.
Dans les années 1990 et au début des années 2000, les dirigeants ont affronté la réintégration de l'Allemagne de l'Est, la gestion des exportations de blé et la baisse du chômage à 2 chiffres. D'où son surnom d'homme malade de l'Europe chez les commentateurs. Cependant, sous la direction de Gerhard Schröder puis d'Angela Merkel, l'économie allemande a rebondi pour devenir l'envie du monde entier. Croissance soutenue, exportation majeure et budget équilibré. Cela était en grande partie dû à la politique de Wendell Dirk-Handel, ou le changement par le commerce. Grâce à l'expansion de l'Union européenne vers l'Est, à des échanges en hausse avec la Chine, et surtout au gaz russe, bon marché, le pays a produit assez de biens pour que la moitié de son économie dépende des exportations. Cela a également permis à l'Allemagne de devenir une puissance industrielle et exportatrice. L'idée était que des liens économiques étroits avec la Russie dissuaderaient Poutine de tout affrontement, en raison des pertes potentielles. Cependant, depuis l'invasion de la Russie, l'économie allemande a clairement pris un tournant pour le pire. Un facteur majeur a été les sanctions sans précédent imposées à la Russie, et en particulier les importations d'énergie russe. Un autre facteur majeur a été le sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022, qui assurait l'essentiel du gaz russe mentionné. Après ces chocs, fin 2022, les prix du gaz en Allemagne avaient en moyenne augmenté jusqu'à 184%. En hausse par rapport à 706 centimes d'euros par kilowattheure. En 2021, à 2404 centimes d'euros par kilowattheure. Bien qu'ils aient quelque peu baissé depuis, le prix actuel pour les ménages d'environ 12 centimes d'euros par kilowattheure reste environ 70%, plus élevé que le prix de 2021. Le prix de gros du gaz a doublé au cours des 12 derniers mois et les experts ne prévoient pas de baisse des prix à long terme. En conséquence, l'Allemagne ne s'est pas remise de l'inflation prolongée causée par les pénuries d'énergie. Cela a touché le portefeuille de Monsieur Tout-le-Monde, ainsi que de nombreux secteurs, des grandes aciéries aux petites boulangeries. Par-dessus tout, une dépendance complaisante au gaz russe. Tout au long de sa période de forte croissance, les problèmes énergétiques de l'Allemagne ont été aggravés par la résistance à l'énergie nucléaire, une transition vers l'énergie verte qui n'a pas vraiment fonctionné, et une bureaucratie incroyablement lente. Ajoutez à cela des faiblesses structurelles, comme une forte dépendance aux exportations, surtout vers la Chine, une population vieillissante, des pénuries de main-d'œuvre et une faible croissance de la productivité. Et ce n'est pas un tableau très reluisant. Le pays a connu une récession en 2023, avec une contraction du produit intérieur brut de 0,3%, suivie d'une nouvelle baisse de 0,2% en 2024, marquant sa première contraction annuelle consécutive depuis le début des années 2000. Les prévisions annoncent une troisième année de recul en 2025, avec un produit intérieur brut en baisse de 0,3% au deuxième trimestre. Certains économistes qualifient cela de la plus grande crise de l'histoire d'après-guerre. Les industries allemandes paient l'électricité jusqu'à 3 fois plus cher que leurs homologues américaines ou chinoises. Ainsi, de plus en plus d'entreprises allemandes délocalisent leur production ou leur recherche, un tiers ayant déjà externalisé la R&D. Les faillites d'entreprises ont atteint un niveau record en 20 ans, en avril 2025, avec 1626 cas, avec une estimation de 13 millions d'emplois perdus dans le secteur privé depuis 2022, dont 140 et 1 000 salariés, touchés par les faillites d'entreprises rien qu'au premier semestre 2025. Mais il y a quelques signes positifs. L'excellente cote de crédit de l'Allemagne, le fait qu'elle reste la 3e économie mondiale et son ratio dette, produit intérieur brut, relativement faible, signifie qu'il y a encore une grande marge de manœuvre pour que l'Allemagne emprunte les fonds nécessaires à un réarmement à grande échelle. Avec une dette à 62% du produit intérieur brut, l'Allemagne est bien en dessous des quelques 100% du produit intérieur brut, auquel la France et le Royaume-Uni sont confrontés, ce qui lui donne une bien plus grande marge de manœuvre pour emprunter. Selon les données sur les obligations de référence à 10 ans, les investisseurs exigent actuellement un taux d'intérêt de seulement 2,6% de l'Allemagne, contre 3,4% pour la France et 4,4% pour la Grande-Bretagne. Ce qui indique l'estime élevée dans laquelle les détenteurs d'obligations tiennent encore la dette publique allemande. Certains analystes, dont Sander Tordor, économiste en chef au Centre pour la réforme européenne, estime que cette marge permet aux Allemands de se réarmer, tout en baissant les impôts des entreprises et des retraités actifs. En effet,
bien que cela ajoutera d'importantes sommes à la dette nationale. Le vaste réarmement de l'Allemagne devrait stimuler son économie, tout en donnant un nouvel élan au secteur manufacturier et en créant potentiellement des dizaines de milliers de nouveaux emplois. Par exemple, au cours de la dernière décennie, les constructeurs automobiles allemands ont vu leurs exportations chuter de près d'un quart en raison d'une demande européenne stagnante et d'une concurrence accrue des marques locales en Chine. Des entreprises comme Volkswagen et Mercedes-Benz ont réduit leurs effectifs et envisagé la fermeture d'usines. Certaines usines automobiles sont envisagées pour produire du matériel de défense. Davantage d'emplois, bien que de nature moins permanente, seront également créés par l'autre axe principal du plan de réarmement de l'Allemagne, la réintroduction du service militaire obligatoire. L'Allemagne s'est engagée à augmenter ses effectifs de 40% pour atteindre environ 260 000 soldats, en plus d'un objectif de 20 000 réservistes. On dit que Merz doute qu'un système basé uniquement sur le volontariat permette de recruter suffisamment de soldats. Cette question a causé un fort conflit interne dans la coalition au pouvoir et déclenché des manifestations de résistance publique. En effet, outre la collecte des fonds et l'acquisition de toutes les armes à temps, le plus grand défi de Merz pour mettre en œuvre son plan sera probablement ce type de résistance, comme cela se produit partout en période de difficultés économiques. Le paysage politique allemand s'est fortement polarisé au cours des dernières années. Environ un tiers de la population allemande soutient désormais des partis politiques qui s'opposent à la livraison d'aide militaire à l'Ukraine par l'Allemagne et qui sont contre le plan de réarmement. Cela va de l'Alternative für Deutschland Party de droite controversée, et désormais deuxième parti, le plus populaire d'Allemagne, à l'extrême gauche, Die Linke, ainsi qu'à l'Alliance, Sarah Wagenknecht, ou Bündnis, Sarah Wagenknecht, les principaux partis favorables à l'Ukraine et au réarmement. L'Alliance au pouvoir, Union chrétienne démocrate d'Allemagne, Union chrétienne sociale en Bavière, le Parti social-démocrate, Parti social-démocrate Les Verts et le Parti libéral-démocrate. Parti libéral-démocrate recueillent encore les 2/3 des voix. Et selon des sondages récents, environ 54% des Allemands soutiennent le plan de réarmement de Merz. À première vue, Merz a assez de soutien pour faire adopter son plan. Mais si l'on creuse un peu plus, ce n'est pas si simple. Près de 60% des participants ont affirmé qu'ils ne défendraient probablement pas l'Allemagne avec des armes, même en cas d'attaque militaire. 2/3 des 18 à 29 ans, le groupe le plus concerné par la conscription, y seraient opposés. Des manifestations régulières contre le soutien militaire de l'Allemagne à l'Ukraine, l'adhésion à l'OTAN et le plan de réarmement ont lieu depuis le début de l'année 2023, bien que minoritaires pour l'instant. Ces voix pourraient vite grandir, surtout si Tordor se trompe. Le réarmement s'accompagne de mesures d'austérité et d'augmentation d'impôts, sans assouplissement financier. Il est donc clair que la mise en œuvre de ce plan ne sera pas un long fleuve tranquille, et ce qui finira par se passer reste à voir. Mais une chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est que quoi qu'il arrive, l'émission militaire sera là pour en parler. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis.